Bonjour à toutes et à tous. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons nous occuper du fichier settings.py. Ce fichier settings.py, pour ceux qui ne se souviennent pas où il se situe, on le trouve dans Projet Python. Il est ici, settings.py. C'est le fichier de configuration de votre projet. Ce fichier settings.py, vous en avez un par projet. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir le reparamétrer à chaque projet. Après on peut en conserver un déjà préparé et puis faire du copier-coller, ça fonctionne très bien aussi. Alors nous allons l'ouvrir. Pour ouvrir notre settings.py, l'idéal si nous utilisons Visual Studio Code, c'est d'utiliser l'explorateur de dossier, donc fichier, ouvrir dossier. Et là je demande d'ouvrir le dossier Python, sélectionner un dossier. Vous retrouvez le dossier ici, avec notre fameux manage.py qui permet de manager tout le système. Et ici, donc, projet Python. Je vous rappelle que cours Python contient l'environnement virtuel de programmation. Donc, je vais ouvrir le fichier settings.py. Vous voyez, un petit onglet qui s'ouvre tout seul avec mon settings.py. Voilà, le système m'indique que je peux choisir ma version de Python, et puis ici un autre élément me dit Pylint n'est pas installé. Bon, pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je vais laisser comme ça. Alors je vais paramétrer un certain nombre de choses. La première chose à paramétrer, ça va être la time zone. Donc la time zone, elle est ici. Là par défaut il est en UTC. Alors nous on n'est pas en UTC. En France, on est sur le méridien de Berlin. Donc /Berlin. Si vous voulez travailler sur un autre fuseau horaire, la totalité des fuseaux horaires sont disponibles dans la documentation officielle de Django. Nous allons en profiter pour modifier le fichier de langue, par défaut ENUS, donc FRFR. Alors le premier FR nous indique la langue, et puis le deuxième indique le pays. Donc on pourrait par exemple avoir du FRCA ou du FR LU, je crois, pour le Luxembourg. Tout va dépendre, donc ça va créer un fichier de langue qui est différent. Django est disponible avec un très grand nombre de traductions, donc il faut en profiter. Voilà, on peut avoir par exemple DE-CH pour la Suisse ou FR-CH pour la Suisse aussi. Voilà. Alors à quoi ça sert d'avoir autant de fichiers de configuration de langue différents pour les mêmes langues? Tout simplement parce que il y a des petites expressions que l'on va voir apparaître ça et là dans les interfaces qui ne sont pas identiques, par exemple entre le Canada et la France. Donc autant avoir un fichier de configuration de langue qui soit parfaitement identique. Voilà. À ça, je vais rajouter un autre élément. Au niveau de static URL, je vais indiquer la position des fichiers statiques. Alors qu'est-ce que c'est que les fichiers statiques? Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Ce sont les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, tous les fichiers qui ne bougent pas, les images de fond, les logos, etc. Tous ces fichiers qui ne sont pas recalculés à chaque fois que vous allez afficher une page sur votre site internet. Ces éléments sont donc statiques, comme le nom l'indique. Et donc en fait, pour les trouver, là, Django vous indique l'URL qu'il faudra indiquer, donc /statique. Quand vous lisez un /statique, ça veut dire que ça va être l'adresse de votre site, /statique derrière, et / le nom du fichier. Je vais donc rajouter static underline route, voilà, égale os.path.join, et je vais rajouter donc base directory. Vous voyez, c'est très sympa, ça se rajoute tout seul, statique. Voilà, ça c'est le nom du répertoire. Alors, à quoi ça sert ce système-là? Eh bien, ça crée une sorte de route. C'est-à-dire que lorsque on va aller chercher un fichier statique, donc les fichiers statiques vont être disponibles
vue de l'extérieur dans slash statique et vue de l'intérieur dans base directory, donc le répertoire de base slash statique. Alors attention, le répertoire de base, c'est pas le répertoire projet Python, ni Python. Ça va être le répertoire de base de l'application. Donc chaque application va avoir ses fichiers statiques qui vont être positionnés à un endroit bien précis. Le fait d'avoir une arborescence différente à l'intérieur et à l'extérieur, ça fait partie du système de sécurité de Django. Comment éviter de se faire pirater? Eh bien, une des bonnes méthodes, c'est d'avoir des fichiers intérieurs et des fichiers à l'extérieur qui ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que vous avez une arborescence visible, ça c'est l'arborescence visible, et ici c'est l'arborescence réelle. Pour l'occasion, pour le cours, j'ai mis la même chose, statique, pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout simplement changer le nom ici si vous le souhaitez. En revanche, il faut le choisir dès le départ, dès la configuration. Ça évitera des petits problèmes par la suite. Vous remarquerez aussi que à chaque fois qu'il y a une possibilité d'avoir des informations complémentaires, Django vous indique le lien ici, donc jog.docs.djangoproject.com/en/ etc. Alors par défaut c'est en anglais, mais vous avez sur l'interface de la doc de Django un petit bouton qui vous permet de passer en français, donc c'est toujours intéressant. Et puis il vous explique bien ce que c'est que les static files. Ce petit dièse ou hashtag que vous avez en tête de ligne indique tout simplement à Python de ne pas lire ce qu'il se passe derrière, c'est donc un commentaire. Je vous conseille d'ailleurs, vous aussi, de commenter votre code. S'il y a des choses que vous avez positionnées à un endroit bien précis, eh bien, je vous conseille de le commenter aussi. On va remonter légèrement vers Allowed Host. Alors, Allowed Host, ici pour l'instant, il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut accéder. Alors pour l'instant on va le bloquer sur 127.0.0.1, c'est-à-dire on va bloquer sur l'ordinateur lui-même. Ça veut dire que votre site ne sera pas visible depuis un autre poste. Bon. On peut y ajouter aussi votre hébergeur. Donc ici par exemple je vais ajouter un deuxième. Je vais mettre quelque chose, point, votre hébergeur. .com, voilà. Alors il existe un hébergeur qui est assez sympa qui s'appelle Python Anywhere. Donc on va l'utiliser. Il a l'avantage qu'il est gratuit pour les projets Python, donc c'est assez intéressant. Et puis là je vais mettre un petit commentaire justement pour expliquer voilà ce que je fais. Donc nous bloquons toutes les IP hormis celles locales, donc le fameux 127, etc. et celles issues de Python Anywhere. Voilà. Si vous avez un autre hébergeur, bien entendu, vous allez utiliser votre hébergeur. Il nous reste à configurer la base de données. Alors la base de données se situe database. Voilà, elle est en général préconfigurée. Donc par défaut, la base de données django.database.backends.sqlite3. Donc par défaut, Django utilise SQLite 3. SQLite, c'est une version très légère de SQL qui permet d'avoir justement des bases de données qui sont extrêmement légères. Alors en règle générale, le SQLite n'est pas un format qu'on va utiliser pour des très très grosses bases de données, mais ça peut servir pour des bases de données pour un site on va dire raisonnable, de taille classique, comme nous disions pour faire un site d'hôtel ou un blog ou tout simplement pour remplacer un WordPress. Le SQLite 3 est largement suffisant et puisqu'il est léger, il présente l'avantage d'être très rapide, même sur un ordinateur qui n'est pas extrêmement puissant. Vous pouvez d'ailleurs faire un essai. Si vous avez un NAS, donc un disque dur réseau de marque Synology,
Vous pouvez, sur certains qui ont un processeur Intel, vous pouvez installer Docker. Et en installant Docker, vous pouvez à l'intérieur de Docker installer Django et donc vous faire un petit serveur local pour avoir les infos de la maison, pour les petites infos personnelles. Vous pouvez faire ça en local ou dans une PME pour avoir un petit serveur sur lesquels vous allez pouvoir gérer les congés de vos partenaires ou des choses comme ça. Et bien vous pouvez le faire. Et l'avantage d'utiliser SQLite 3, c'est que qui dit base de données très légère, dit que même sur un NAS ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là nous avons pour l'instant terminé notre settings. On va juste rajouter, plus tard nous rajouterons d'autres fichiers, nous rajouterons les fichiers médias. Pour l'instant on va pas s'en occuper, on rajoutera les médias pour pouvoir mettre des images dans nos modèles de données, mais on n'y est pas encore, donc pour l'instant on va le laisser comme ça. Je vais faire donc un CTRL S pour valider, pour enregistrer mon settings.py, et mon settings.py est terminé. Nous allons donc bientôt pouvoir nous occuper de notre modèle de données.